Cliché ou pas cliché? Les hommes ne pensent qu'à ça. Cliché. Les hommes ne pensent pas qu'à ça, les hommes ont aussi envie d'autre chose que juste de ça. Les femmes simulent. Oui, les femmes simulent, bien sûr, mais pas toutes. Et c'est à vous aussi d'apprendre et d'avoir cette curiosité, de donner le maximum de plaisir. Les hommes ont plus de libido? Non, c'est faux. Parfois, j'ai beaucoup de femmes qui me contactent en disant que leur homme n'a pas assez de libido. Et il peut y avoir plein de causes, notamment un problème de testostérone par exemple. Les plans à trois sont le fantasme numéro 1 des hommes. Alors je pense que oui. je pense pas qu'il y ait que ça. Je sais pas si c'est le fantasme numéro 1, mais j'ai déjà fait un sondage sur mon compte Instagram et oui, c'est fait partie des fantasmes des hommes, oui. Plus on a eu de partenaires, plus on est susceptible de tromper. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a des personnes qui ont eu une vie où il y a eu plein de partenaires avant pour justement expérimenter, etc. Et puis qui se sont calmés aujourd'hui. Les femmes n'aiment pas les coups d'un soir. Faux. Moi, je sais qu'il y a des femmes qui me disent qu'elles ont une forte libido et qu'elles vont vraiment rencontrer l'homme et d'avoir un date ou être sur des sites de rencontres juste pour coucher. Et c'est ok, elles assument. 99% des hommes sont infidèles. Faux. Moi, j'ai énormément d'hommes que j'ai accompagnés qui sont complètement fidèles et qui ne se voient absolument pas tromper leur femme. Les couples libres ne s'aiment pas réellement, sinon ils seraient exclusifs. Faux. Moi, je pense que les couples libres s'aiment. Je pense qu'ils ont choisi ce modèle-là parce qu'ils ont peut-être aussi distingué le sexe et l'amour, tout simplement, et que pour eux, ce sont deux choses différentes. Les femmes utilisent le sexe pour obtenir ce qu'elles veulent. Peut-être, vrai, je sais pas. Je pense que clairement, il y a quelque chose d'injuste dans la société où les femmes peuvent utiliser le sexe comme une monnaie d'échange. Malheureusement encore. Pratique solitaire égale infidélité. Non, pas du tout. Le plaisir solo, c'est un moment pour soi. Alors moi, j'aime bien dire moment d'amour pour soi. Donc non, pas du tout. C'est voilà, ce que je fais avec moi et moi-même est différent de ce que je peux faire avec quelqu'un d'autre. Les hommes sont moins attentifs au plaisir de leur partenaire. Alors non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui sont hyper attentifs au plaisir de leur femme, qui ont vraiment envie de faire plaisir et d'ailleurs qui sont excités parce que leur femme prend du plaisir. Le désir diminue avec l'âge. Non, pas forcément. Je pense que le désir est différent. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu moins de pulsions et d'instinct primal. En revanche, je pense pas qu'il diminue forcément. Les enfants tuent le couple. Je pense que clairement, les enfants change une relation, l'arrivée des enfants change une relation. Il y a des choses qui sont complètement différentes et c'est de réinventer le couple. Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbet, je suis sexothérapeute et coach en sexualité. J'accompagne les hommes, les femmes et les couples à s'épanouir dans leur vie amoureuse et intime. Quelles sont les problématiques les plus souvent rencontrées ? Féminines, masculines et en couple. Alors, les problématiques féminines, les douleurs lors des rapports intimes viennent régulièrement. Dans les douleurs lors des rapports intimes, on a l'endométriose qui est de plus en plus diagnostiquée aussi. Ce qu'on appelle les dyspareunies, les douleurs intimes. Donc on a l'endométriose, on a des problématiques aussi où là on a une impossibilité d'avoir une... on a aussi régulièrement des problématiques, donc je n'ai jamais eu ou d'un type aussi. Par exemple, j'arrive à avoir de telle façon, mais au niveau interne, avec la stimulation et lors d'un rapport intime avec je n'arrive pas à avoir d'orgasme, par exemple. Au niveau des problématiques masculines, on a régulièrement des troubles de l'éjaculation rapide, des problématiques aussi, des problématiques d'anéjaction. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas. Par exemple, j'ai un rapport intime, mais je mets, je sais pas, hyper longtemps pour pouvoir, voilà.
Et puis là, ça peut être lié à un problème d'excitation par exemple, ça peut être relié aussi à la relation avec la partenaire, enfin, il y a plein de causes possibles. Donc notre job à nous, ça sera vraiment de définir aussi les causes des problématiques. Il peut ne pas y avoir qu'une seule cause, ça peut être multifactoriel. Je peux avoir cette problématique parce que je suis stressée et parce qu'avec ma compagne, en ce moment, ça ne va pas du tout, par exemple. Et pour le couple, ça va être des problématiques de libido. Par exemple, j'ai envie voilà, d'intimité ou plus souvent d'intimité, mais toi, tu ne viens jamais vers moi et j'en ai marre parce qu'on n'a pas du tout la même libido. Je ne me sens pas désirée, je ne me sens pas désirable et j'ai un problème. Ça peut être des conflits à répétition, des problèmes de communication aussi, parce que parfois les conflits qu'on a sont aussi reliés aux problèmes de communication. Ça va être des problématiques aussi de rencontres érotiques. Je pense à des gens là que j'ai accompagnés. J'ai du coup un couple qui vient, qui est au bord du divorce, qui se fait accompagner par une thérapeute de couple, et puis la thérapeute de couple n'a pas les outils sexos pour les accompagner. Et Marie, donc la femme s'appelait Marie, Marie vient me voir et me dit, vient me contacte et me dit, écoute Jessica, avec mon mari, on est sur le point de se séparer parce que on n'a pas la même. On se rend compte que Marie, elle a une très transgressive. Elle me dit, moi j'aime bien quand c'est sale, moi on pourrait être dans la boue, j'adore les mots crus, j'adore les mots un peu etc. Mon mari, lui, il trouve ça bizarre, il n'aime pas du tout. En fait, il me dit que je lui fais honte. Même quand je parle d'intimité, quand il y a des amis, etc. Voilà, je me lâche un peu, je suis hyper extravertie, etc. Mon mari, il a honte de moi. Et du coup, j'ose pas lui dire mes désirs, mes fantasmes, ce que j'ai envie de vivre, etc. Lui, donc Guillaume, il s'appelait, Guillaume me dit, ouais, mais bon, moi j'aime bien la sensualité, les caresses, j'aime bien quand c'est doux. Et Marie, elle comprend pas. Voilà. Et Marie, elle me dit, oui, mais moi, ce que je vois en toi, c'est le mari et le papa parfait. Mais tu m'excites pas. Et là, je leur explique justement ces langages et cette rencontre érotique qu'on peut vraiment avoir entre deux personnes et que ça se travaille. Marie, je l'ai amenée à développer sa perception vers une intimité plus sensuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est obligée de remplacer ce qu'elle préfère, mais qu'elle puisse voir un petit peu plus et qu'elle ait un champ un peu plus large de l'intimité et qu'ils puissent se rencontrer. Et Guillaume, je l'ai accompagné avec des accessoires, des pratiques à faire à deux, des pratiques de tantra à faire à deux, pour vraiment qu'ils expérimentent l'intimité et qu'ils puissent vivre pleinement des choses. Et je pense par exemple à une personne que j'ai accompagnée qui, ça m'a fait vraiment plaisir parce que quand elle est arrivée, sa problématique, c'est qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme interne. Et elle m'explique qu'elle est avec son mari depuis plusieurs années, qu'ils ont 2 enfants. Depuis qu'elle est maman, elle n'arrive plus à être la femme qu'elle était auparavant, avant d'être mariée, avant d'être maman, qu'elle s'est mise dans cette posture-là et que c'était compliqué pour elle de se lâcher au lit, d'avoir une relation épanouissante avec son mari, intime, etc., qu'ils étaient quasiment au bord du divorce à cause de ça. Et finalement, quand on creuse au niveau des causes, ce qu'elle me disait, c'est que pour elle, être une bonne mère ne pouvait pas être associé à être une amante. En gros, c'était soit j'étais ça, soit j'étais ça. C'était du ou. Voilà, je suis une femme ou je suis une mère, mais je ne peux pas être les deux. Donc on a vraiment reconnecté à la femme qu'elle était. Et puis surtout aussi, ce qui était intéressant, donc pour elle, ce qu'elle me racontait, ça m'a vraiment marqué. Je lui demande de se projeter, de me dire quelle femme est-ce qu'elle voit aujourd'hui. Et l'image qu'elle a d'elle, et c'est la petite fille sage en uniforme d'école, qui fait pas de bêtises en gros. L'intimité, c'est si je fais ça et je suis pas une bonne petite fille sage. Et surtout, le poids de la religion. Alors son mari a été, je crois, la religion catholique, etc. C'était des personnes croyantes. Et pour elle, il fallait absolument être cette bonne mère, cette bonne épouse. Elle avait des envies, elle avait du désir, mais elle n'avait plus de désir pour son mari.
Déjà, la première chose, c'est que, bon, elle m'a aussi raconté que son mari était très maladroit, ne savait pas s'y prendre, faisait mal les et voilà, ne savait pas, voilà, était un mauvais coup, en parlant franchement, voilà, que son mari était un mauvais coup, qu'il ne savait pas s'y prendre. Donc son mari, je l'ai accompagné en parallèle pour justement apprendre aussi à satisfaire une femme, parce que, bah, en fait, c'était sa première relation à son mari, et tous les deux n'avaient pas beaucoup d'expérience. Donc on a dû travailler tout ça. Je l'ai accompagnée déjà à se retrouver sa sensualité, à se reconnecter à sa sexiness, à aimer son corps, à se sentir désirable, à se sentir désirée, à travers des jeux aussi à expérimenter dans la relation avec son mari, vraiment à se retrouver avec des petits jouets, notamment des petits jouets coquins pour amener du jeu, de la créativité. D'ailleurs, maintenant que ça vient, il y a plein de choses qui me reviennent là en tête quand je l'accompagnais, c'est des mots. Je ne vais pas forcément les dire là, mais en fait, elle rougissait dès que je disais des mots intimes. Elle rougissait, ça la dérangeait, comme une petite fille qui rougit parce que oulala, il faut surtout pas dire ça. Je suis mal à l'aise, j'ai envie de me cacher. Et c'était vraiment ça. Et ce qui était génial, c'est qu'ils avaient tous les deux vraiment cette volonté, que ce soit elle ou son mari, de se retrouver. Le divorce n'était pas une option. Ça a été très sympa parce que, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait l'impression d'être de nouveau en lune de miel avec son mari et que finalement, ce qu'elle vivait aujourd'hui, la vie intime qu'elle avait aujourd'hui, n'a jamais existé avec son mari. Ça n'a jamais été comme ça avant. Et ça, c'est vraiment chouette parce que finalement, elle a eu ses mais elle a vraiment amélioré sa vie intime et sa relation amoureuse avec son mari. Et ce qui était génial, c'est que quand ils sont ressortis, alors je leur ai demandé comment est-ce que vous vous sentez, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté. Et là, ce qu'ils m'ont dit, c'est de la légèreté. Et je pense réellement que parfois on a l'impression que c'est insoluble. Et souvent, on va privilégier la rupture ou la séparation parce qu'on essaye de se débrouiller tout seul. Normalement, ce n'est pas votre expertise. C'est parce que vous ne savez pas toutes les solutions qu'on peut avoir. Et c'est vraiment apporter avec de l'éducation, parce que quelque part, on fait beaucoup d'éducation sexuelle aussi. On améliore aussi les compétences sexuelles des gens pour qu'ils puissent finalement avoir des outils et améliorer la vie intime et aller vers leur désir. Qu'est-ce que le tantra? Grosse question. Alors le tantra, ça nous vient du nord de l'Inde et ça s'est propagé ensuite dans les pays bouddhistes. Le tantra, c'est une philosophie avant tout. À la base, ce sont des textes en sanskrit, pleins de rituels et de sagesse. Souvent, on pense que le tantra, c'est perché, c'est quelque chose qui n'est pas accessible, etc., alors que c'est fait pour tout le monde. Ma définition à moi, sachant que je pense que chaque personne, avec sa propre expérience du tantra, va avoir une définition différente. Moi, je dis que c'est en tout cas un éveil spirituel avec de la conscience, et de la conscience de ce qui est là pour soi, d'être dans le moment présent. Alors moi, je travaille beaucoup avec l'intimité, donc c'est vraiment rester connecté à ce qui se passe pour soi, être en lien avec ce qui se passe pour soi, en conscience et en présence, aussi avec une qualité de présence avec l'autre. Quelles sont les situations ou les blocages les plus inhabituels que j'ai rencontrés? Le premier cas, c'est une personne qui voulait absolument vivre du baiser et qui voulait absolument être punie par sa femme quand il rentrait à la maison. Donc, c'est une personne qui travaillait beaucoup, c'est une personne qui est tout le temps dans le contrôle, dans l'analyse, etc. Et pour lui, vivre son intimité comme ça, c'était une façon de lâcher prise. En gros, je ne contrôle plus rien, je suis soumis et ma femme, dès que je rentre à la maison, elle m'attache, elle m'attache la etc. Enfin bref, elle met dans une cage, enfin très spécifique dans ses demandes. Et ce qui était embêtant, c'est que sa femme en question, elle le faisait parce que c'était quelque part du chantage affectif. Et du coup, elle était bloquée. Donc on voyait. Et finalement, je suis allée vers une compréhension de l'être intime qu'elle était, des résistances et des blocages qu'elle avait. Et
Et du coup, son blocage, c'est moi, j'ai l'impression que c'est humilier mon mari. J'ai l'impression que c'est dégrader mon mari de faire ça. Et c'est pas dans mon système de valeurs en fait, c'est pas dans mes valeurs de faire ça. Moi, je vais vers un désir commun. Et s'il y a dans le couple une personne qui a un désir et l'autre qui a un autre désir, c'est très compliqué. Parce qu'on n'a pas de désir commun et on n'a pas de projet. Et c'est plus compliqué aussi d'accompagner les couples pour ça, parce qu'il faut avoir le même désir. Parfois, il y a des conditionnements qui sont différents, des blessures qui sont différentes, etc. Donc ça, c'est la première chose, une des anecdotes que je voulais partager. Et puis, alors là, c'est pareil, j'ai accompagné un couple. Elle souffrait de boulimie et lui souffrait d'addiction au webcam girl, etc. Et du coup, régulièrement. Et la problématique, c'est qu'il y a eu un éloignement dans l'intimité, dans le désir. Au bout de 10 ans, finalement, à être ensemble, ils se sont posé la question s'ils devaient rester ensemble. Je l'ai accompagnée, elle, à retrouver sa sensualité, sa féminité, parce que quand on a des troubles alimentaires, on ne se sent pas forcément bien dans son corps, on n'aime pas forcément son corps, c'est quelque chose quand même de très de compliqué, c'est un chemin qu'on prend, etc. En revanche, ce qui était compliqué, où l'homme a été bloqué, et finalement moi aussi, c'est qu'il y avait trop de bénéfices pour lui à rester dans la situation où il tchatchait avec d'autres femmes. J'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois avec du recul, c'est qu'il avait énormément envie que la relation marche, mais il n'était pas assez dans la douleur de cette problématique-là. C'est elle que ça dérangeait. Mais lui, en réalité, ça lui permettait d'avoir une vie sociale, ça lui permettait de vivre une épanouissante, parce qu'en plus, il avait un attrait pour tout ce qui était fétichisme. Il manquait aussi de confiance en lui et d'amour pour lui, et donc il ne s'est pas senti désiré pendant des années quand il était plus jeune, parce qu'il ne se trouvait pas beau, parce qu'il ne s'aimait pas, etc. Et que être quelque part un peu homme-objet, de discuter avec des femmes, d'échanger des photos, etc., ça lui permettait, lui, de se sentir désiré et sexy. Et il avait trop de bénéfices, quelque part, à rester dans cette situation. Et là, c'était un blocage, en fait, parce que le couple avait envie de revenir ensemble, d'avoir une intimité et retrouver une intimité ensemble, et lui n'arrivait pas à délaisser cette partie en ligne, quoi. Est-ce que vous avez déjà sauvé des couples grâce aux thérapies ? Sauver, c'est un grand mot, et souvent quand on accompagne, on peut aller dans cette posture-là en disant « il faut absolument que je les sauve ». Et finalement, il y a des couples qui se séparent suite aux accompagnements, mais c'est ce qu'ils veulent inconsciemment, mais ils veulent être sûrs qu'il n'y ait pas de regret derrière. Et à partir du moment où les gens sont heureux parce que la séparation se passe bien, et que finalement mon désir c'est d'être heureuse ou d'être heureux, même si c'est plus ensemble, les gens finalement, entre guillemets, sont sauvés individuellement. Donc je dirais pas sauver, je dirais être accompagné dans l'épanouissement, et finalement on a quelque part un résultat qui est satisfaisant. Des couples qui sont restés ensemble grâce aux accompagnements, clairement. Ça a été vraiment successful, et c'était vraiment des couples qui avaient ce désir commun de réussir leur relation. Pour eux, la séparation n'était pas une option. Et ils mettaient vraiment en place les choses, conscientisaient les choses. Il y avait une vraie envie pour chacun d'être ensemble. Vous avez déjà eu des clients sans filtre? Alors oui, et qui me partageaient leurs pratiques de mettre dans la cage, etc. Et oui, ça m'a un peu mis mal à l'aise, parce que c'était pas tant d'utiliser des mots justes des mots justes pour dire quelque chose. C'était plutôt, je pense que c'était quand j'ai commencé, c'était il y a très longtemps, quand j'ai commencé moi-même ma pratique, et que je découvrais aussi d'autres choses. Je ne savais même pas qu'on pouvait être excité avec des pratiques spécifiques de cage, d'attacher le
etc. Enfin bref, pour moi, voilà, on ne me l'avait pas forcément appris. En formation, on ne l'avait pas forcément vu. Et j'étais un peu mal à l'aise parce que ça générait chez moi, et c'est pour ça que la supervision, c'est génial. Et voilà, je le dis toujours aux pros que j'accompagne dans mes formations en me disant que c'est important la supervision parce que moi, ça avait généré de la gêne et du malaise. Et je me suis même posé la question si j'étais en mesure de continuer à les accompagner. Je l'ai ramené ce cas en supervision moi-même pour pouvoir justement expliquer ma gêne. Et on a travaillé sur pourquoi est-ce que ça me gênait, etc. Parce que parfois, ça touche aussi à nos valeurs propres. Des choses que... Voilà, donc c'est vraiment de ne pas faire du transfert, ce qu'on appelle transfert contre transfert, et de faire de nous, en tant qu'accompagnants, de la projection. Donc c'est important vraiment de, hop, ça ne m'appartient pas, et de laisser la personne être et de l'accompagner à être en fait. Mais j'ai pas eu d'insultes, j'ai jamais eu personne qui a manqué de respect à proprement dit volontairement. C'était vraiment lié à des pratiques que je n'avais pas l'habitude d'entendre, qui m'ont un petit peu perturbée. Vos clients ont-ils déjà eu des révélations ou déclics sur leur et dont ils n'avaient pas conscience avant la thérapie? Je pense que les plus grosses prises de conscience que j'ai eues, c'était des prises de conscience sur le langage intime que la personne avait. Typiquement, je pense à un homme que j'ai accompagné. Il était acteur, c'était un Italien, acteur. Et ce qu'il me dit, c'est qu'il joue un rôle dans l'intimité avec sa femme, avec sa partenaire. Il est avec elle depuis 4 ans. Et il a des problèmes. Et là, en travaillant ensemble et sur l'être qu'il est, on se rend compte qu'il est beaucoup plus dans la sensualité, mais que c'est très compliqué pour lui d'être dans la sensualité parce que c'est un peu, il faut qu'il soit le bonhomme, un peu macho, joue un rôle. Et puis sa partenaire voulait un homme assez primal, mais qu'il n'était pas du tout en fait. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte que ses problèmes d'érection venaient du fait qu'il jouait un rôle dans en étant un homme qu'il n'était pas. Et ça a été révélateur pour lui, très puissant. Et du coup, il s'est séparé de cette partenaire. Il a décidé de se séparer de cette partenaire parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas lui-même en fait et qu'il se donnait un rôle. Donc je pense à ce genre de choses. À quel moment de notre vie, de la vie d'un couple, devrait-on consulter une sexothérapeute? Très bonne question. Je pense qu'il peut y avoir problématique à partir du moment où on en souffre, à partir du moment où on ne se sent pas aligné, à partir du moment où il y a vraiment une douleur et une souffrance. Moi, je le dis toujours et j'ai l'habitude de dire que quand il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème. Et je vois, il y a une personne qui peut se mettre 4 fois par jour, parfois, ça ne lui pose pas de problème, mais ça va lui poser problème pour d'autres choses, pour rencontrer quelqu'un, dans sa relation, etc. C'est vraiment de se dire à quel moment est-ce que je souffre personnellement de cette situation. Ce qu'on peut penser aussi, et ça je le vois très souvent, c'est que quand on a une problématique dans notre couple, on pense qu'on ne peut pas consulter seul. On pense qu'il faut absolument consulter à 2, ce qui n'est pas du tout le cas. Le couple, c'est 2 personnes et c'est une dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une personne à cet endroit-là qui bouge dans le couple, la dynamique du couple peut changer. Elle peut évoluer positivement ou négativement, mais ça va forcément bouger. Voilà, donc à partir du moment où il y a une souffrance, j'encourage, et surtout de ne pas trop attendre non plus, parce que parfois les gens attendent trop longtemps. Parfois c'est compliqué de les aider aussi parce qu'ils ont trop attendu. Avez-vous des tips à nous donner pour être désirable et performant à coup sûr? Alors les tips à donner déjà, c'est effectivement d'être connecté à l'autre, parce que la sexualité mécanique clairement ça donne pas envie. Donc ça c'est vraiment être désirable, c'est vraiment de comprendre que le désir peut être activé. Si je t'embrasse, je ressens du désir. Si tu me caresses, je vais ressentir du désir. Donc, ne pas attendre que le désir soit spontané pour faire l'amour. Peut-être que j'ai juste besoin d'être excitée pour pouvoir avoir du désir. Donc, c'est pas désir-excitation,
Parfois, c'est excitation, désir. La première chose, c'est être connecté à ses désirs les plus profonds pour vraiment savoir ce qu'on a envie de vivre et vivre les choses pour soi. Le consentement, ne jamais se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et puis, être connecté au corps. Parce que l'intime, c'est la chair, c'est ce qu'on vit à l'intérieur. Et si on est à côté et qu'on vit une intimité mécanique, on ne va pas pleinement vivre les choses. Donc vraiment, de travailler aussi sa présence, la conscience de son corps, sa qualité de présence à soi, à l'autre, et apprendre aussi à lâcher prise. On parle beaucoup de lâcher prise et comment lâcher prise. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et surtout, une chose aussi, c'est dépasser le regard des autres et dépasser aussi les conditionnements qu'on a qui nous empêchent de vivre ce qu'on a réellement envie de vivre. Aussi, alors j'aime pas ramener dans la performance, mais quand on donne le maximum de plaisir, forcément on est désirable. Plus on prend du plaisir, plus on en a envie. Il y a des choses à ne surtout pas faire au lit. La première chose, c'est se forcer, déjà. Deuxième chose, c'est d'être seul dans son coin alors qu'on est ensemble. Donc c'est un moment d'échange et pas un moment individuel qui est mécanique. Et puis surtout, c'est bon de recevoir, mais ce qui est génial, c'est d'apprendre à savoir donner, savoir recevoir, savoir demander. Quel est votre avis sur le mouvement MeToo ? Je pense que ce qui est important, c'est... je trouve ça chouette parce que ça libère les paroles. Je pense que beaucoup de personnes ont été abusées, ne l'ont jamais dit. Je parle femmes comme hommes aussi, hein. Il y a aussi des hommes abusés. Donc je pense que ça libère la parole, je pense que ça nous permet aussi de dire des choses, de parler de choses qu'on a gardées longtemps pour soi. Moi, quand j'accompagne, je vois que la parole à cet endroit-là est beaucoup plus libérée. Le fait de partager les abus dans son histoire, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus vite dans un accompagnement ou des choses en tout cas qu'on va... Je vais pas faire des séances et des séances pour avoir l'information. La personne, elle va se livrer beaucoup plus vite, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'une personne classique peut devenir un abuseur ? Ça peut arriver à n'importe qui. Je pense que la frustration aide beaucoup. Je pense que parfois aussi, c'est le fait de ne pas écouter, de ne pas être à l'écoute du non et de ne pas entendre vraiment ce que l'autre dit. Parce qu'on ne parle pas forcément de violence sexuelle, mais le fait de ne pas être à l'écoute de l'autre finalement et de ramener aussi des bases au niveau du consentement. Qu'est-ce qu'un oui, qu'est-ce qu'un vrai oui, qu'est-ce qu'un non, comment dire non également. Ça peut arriver à n'importe qui. Je pense que plus on aura aussi appris à poser nos limites, plus nous on peut se protéger de ça. Je ne sais pas si ça peut arriver à n'importe qui d'abuser honnêtement, mais je pense qu'il y a plus de dérives sur des personnes frustrées. Avez-vous déjà rencontré des personnes avec des comportements ou pratiques problématiques ? Des comportements ou des pratiques problématiques, ça va être l'addiction à la ça va être l'addiction à la ça va être l'addiction à tout ce qui est ManyChat, enfin pas ManyChat, mais les webcam girls, etc., qui ne vivent que leur à travers des webcam girls. Je pense plutôt à une personne qui buvait son et qui était hyper honteux parce qu'il buvait son et en même temps, alors je pense qu'honnêtement c'était plutôt de l'ordre psychiatrique. Moi j'ai pas vraiment su comment l'aider, pu vraiment l'aider parce que ça sortait de l'addiction et de l'addiction à un fait spécifique, boire son. Il y a quelque temps, une polémique a agité Internet face à la fréquence idéale des rapports dans un couple. Une sexologue a défini une fréquence d'1 fois par semaine minimum, de se forcer, même lorsqu'on n'a pas envie, pour garder un rythme. J'imagine que ce qu'elle a voulu dire, c'est d'entretenir. Les Anglais disent fake it until you make it. Moi, je dis souvent aussi, d'ailleurs, plus tu fais, plus tu en as envie. Hein, donc voilà, ça s'entretient. Le corps s'habitue à tout. Donc plus on s'habitue à faire l'amour, plus on a envie de faire l'amour. Moins on fait l'amour, moins à un moment donné on a envie. Donc je pense qu'à cet endroit-là, cette idée-là en tout cas, je comprends. En revanche, je pense que ce qui est important, c'est de s'écouter aussi
et de voir comment est-ce qu'on peut ramener de l'intimité. Et plutôt que de se forcer à faire quelque chose, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui me manque pour me donner envie. Parce que si je me force, je peux être dégoûtée par je peux être dégoûtée par l'autre, je peux lui en vouloir, je peux être en colère. Alors que si vraiment je me fais accompagner à cet endroit-là en me disant ok, il manque quelque chose pour avoir envie, et je vais aller creuser, et je vais aller mettre les choses en place, je trouve ça quand même plus sain. Est-ce qu'il y a des red flags chez un partenaire en termes de relations intimes ? Déjà, le partenaire qui ne va pas être à l'écoute. Quand on dit non, il n'arrête pas, il continue. Quand le partenaire est égoïste et ne pense qu'à lui, qu'il se satisfait lui-même par exemple, et puis une fois qu'il a terminé à faire ce qu'il avait à faire, il passe à autre chose. Pour moi, ce sont des red flags. Un partenaire qui ne parle pas aussi, qui n'exprime pas ses désirs, ses besoins, qui discute pas, qui n'est pas ouvert à la discussion. On lui dit quelque chose, il prend tout de suite la mouche. Donc, je dirais pas que c'est forcément un partenaire qui serait toxique, mais la relation peut être toxique parce qu'on est en suradaptation, on s'adapte à quelque chose qui ne nous convient pas. Avez-vous un message à faire passer ? Si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment d'avoir cette curiosité-là, intime, que l'intimité, ça s'apprend et ça s'entretient. On n'a jamais eu d'éducation, donc c'est pas de notre faute. Et vraiment de se dire que c'est un vrai champ de compétences et d'avoir envie de s'améliorer. Ça permet de créer une meilleure intimité, une meilleure complicité, une meilleure alchimie et de ne pas réduire la sexualité à la sexualité, mais de le voir plutôt comme un rayonnement global, un épanouissement personnel en 360. Quand on vibre sexuellement, quand on rayonne, quand on est bien, ça rejaillit sur notre confiance en nous, ça rejaillit sur le professionnel, ça rejaillit dans notre vie sociale, ça rejaillit sur plein de choses. Donc ne pas minimiser ça et de voir plutôt quelque chose de global et voilà, tout simplement. Un grand merci d'avoir suivi cette interview, j'espère que ça a été passionnant et enrichissant pour vous. N'hésitez pas à me retrouver sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et puis j'ai aussi un livre qui s'appelle Puissante et orgasmique où je vous accompagne à vivre une vie intime, épanouissante et riche. Voilà, donc si vous avez envie d'être accompagné avec un livre pour vous accompagner, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, donc j'ai des programmes en ligne et des accompagnements sur Secret Thérapie. Et j'accompagne aussi des professionnels, je forme des professionnels à accompagner eux aussi dans l'intimité et dans les relations amoureuses à travers Secret Thérapie Academy. Hâte de lire tous vos commentaires et je vous dis à très vite.